Alors, nous sommes avec Yves Frémion, rédacteur chef de la revue. Bonjour Monsieur Frémion. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'une histoire du dessin politique et d'actualité, 1830-2015, aux éditions Glénat. Donc un pavé important, hein. Il y a effectivement près de 400 pages, richement illustré. Et alors, bon, peut-être, première question, Monsieur Frémion, vous connaissez bien le dessin de presse, alors peut-être les deux dates, 1830, dessin de presse, dessin politique d'actualité, donc 1830-2015, pourquoi ces deux bornes temporelles? En 1830, suite à la Révolution qui dure 3 jours, il y a la première grande loi sur la liberté de la presse. Et ça fait exploser, on peut dire, l'apparition des grandes revues satiriques. Bon, vous avez tous entendu parler de la caricature, du charivari, etc. C'est à cette époque-là. Et 2015, eh ben, c'est le plus gros attentat contre la liberté de la presse avec le massacre à Charlie Hebdo. Voilà, donc je pensais que c'était pas mal. Donc il y a deux images. Il y a l'image de la poire. Oui, la poire de 1830, hein, puisque c'est la poire de Philippon. Ouais. Et puis on a effectivement un dessin de Charb, voilà. L'invention de l'humour. Oui, hein. Oui. Charb de Charlie Hebdo. Donc on a toute un historique et une approche. Vous avez une approche chronologique un petit peu des choses, complètement, avec à chaque fois. C'est une histoire. Alors vous faites, si on regarde bien, un focus sur les grandes revues de l'illustration et les grands auteurs. Il y a des focus à chaque fois. Disons que c'est par période. Voilà. Chaque période, évidemment, je parle un peu de l'état de la presse satirique, bien sûr. Et puis, après, je rentre dans le détail en faisant la biographie des 2 ou 3 grandes figures du dessin de cette période-là. Ensuite, je fais la même chose en plus petit pour les grands dessinateurs de cette période. Et encore un peu plus petit, les gens qu'il ne faut pas oublier, parce que bon, il y a des gens un peu à part des fois, ou d'une importance un peu moindre, parce qu'ils ont travaillé dans des journaux plus modestes, ou alors ils ont une carrière plus brève. Et voilà, c'est un panorama de qui dessine à chaque époque, avec les biographies qui se terminent par une bibliographie complète, bibliographie du dessin politique, hein, bien entendu, parce qu'il y en a qui font des tas d'autres choses. Et puis, je tiens à faire une remarque, c'est que toutes les dates de décès et de naissance de l'ensemble des dessinateurs sont rigoureusement exactes, vérifiées, archi-vérifiées par les plus grands... les plus grands consulteurs de bulletins de naissance, des choses comme ça, et qui corrigent largement ce qu'on peut lire sur les choses pas sérieuses, comme Wikipédia par exemple, il y a des fois ou même sur les utilitaires qui ont déjà été faits par certains de mes prédécesseurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, on a... Pour chaque auteur, on a des images, bon, sauf Ries et Cabu. Et effectivement, comment se fait-il qu'on n'a pas d'iconographie? Alors, pour Cabu, la veuve de Cabu a refusé absolument qu'on mette la moindre image de Cabu, qui était évidemment toute prévue, qu'on a dû remplacer. Et à la dernière minute, Ries a dit non, je veux pas qu'il y ait de dessin de moi. Alors lui, il y en avait moins, donc on les a aussi remplacés. Alors Ries n'a pas donné d'explication. Madame Cabu a un petit contentieux depuis un certain temps avec moi, et je n'ai jamais su pourquoi, parce que Cabu était un ami depuis 1971. J'ai d'ailleurs des portraits de moi. C'est quand même dommage pour la mémoire. Ben c'est lamentable parce que Cabu, j'en fais un des grands phares de son époque. Alors évidemment, j'ai gardé les textes, hein, bien sûr. Totalement. Voilà. C'est des petits problèmes. J'ai eu aussi des problèmes avec Madame Plantu, qui ne voulait pas que je passe les dessins que j'avais choisis, mais des dessins qu'elle choisissait elle. Et elle a voulu absolument mettre les dessins que tout le monde a archivés de Plantu. Mais c'est pas Plantu qui décide. Apparemment non, maintenant c'est son épouse qui est son agent. C'est quand même assez étonnant aussi. Et bon, moi j'avais choisi des dessins moins connus mais que je trouvais meilleurs ou
ou plus pertinent par rapport à mon par livre. rapport à tout ça, ouais. Alors ça, c'était pas grave, on a changé, mais ça s'est fait à la dernière minute. dernière minute. Il a fallu retenir le livre à l'imprimerie Oui, pour... c'est quand même pas simple, apparemment. Hein. Disons qu'en général, avec les dessinateurs, tout se passe à merveille. En général, les humoristes sont des gens adorables. La plupart des gens dont je parle et qui sont disons, dans la période contemporaine, sont ou ont été des amis. Mais dès qu'il y a un agent, un héritier, tout ça, il y a souvent des problèmes. Et c'est un problème qu'on rencontre à papier nickelé aussi maintenant. Pour la citation. Enfin, pas seulement nous. Enfin, disons que pouvoir parler librement d'un artiste, c'est pour moi un droit imprescriptible. On peut même en dire des choses désagréables, mais à condition évidemment qu'il n'y ait pas d'informations fausses. Oui. Or moi, les informations qui sont là, elles sont toutes, enfin je pense, authentiques. Vous avez travaillé combien de temps pour réunir C'est tout ça? compliqué parce qu'en réalité, ce livre a une histoire. On m'avait demandé il y a très longtemps maintenant, il y a au moins 15 ans, sinon plus, un livre sur le dessin politique du XXe siècle. Un autre éditeur. Et donc j'ai fait ce livre. Mais à un moment, le maquettiste qu'ils avaient choisi a commencé à faire le livre à ma place. C'est-à-dire que moi, je fournissais les dessins, il prenait les dessins, et puis il faisait sa maquette comme il voulait, avec des chapitres qu'il inventait, qui n'existaient pas, sans écrire, hein, parce qu'il était incapable d'écrire, évidemment. Et donc, au bout d'un moment, il y a eu un clash, et à ma grande stupeur, l'éditeur a pris parti pour le maquettiste. Donc j'ai retiré mon texte, j'ai retiré mon livre, et je l'ai mis dans un tiroir. Et alors c'était les arènes, hein, parce que je tiens quand même à le dire. Alors je viens d'acheter dans une solderie un livre des arènes qui porte ce nom, Monsieur Frémyot. La semaine dernière, c'est pas concerté, c'est vrai. Hein, c'est le livre qu'on m'a volé, en fait. Ah, c'est hallucinant, ça. Alors ils ont mis un texte d'un journaliste du Canard enchaîné, et ils ont sorti le bouquin avec la plupart des images dessins que j'avais fournis, mais qui ne m'appartenaient pas à moi. Et oui, mais vous aviez fait le travail quand même de les chercher, j'avais de les repérer. D'ailleurs, je suis remercié dans le livre. Oui, je vous remercie. Et ce livre est sorti, voilà. Mais je crois qu'il n'a pas fait un énorme succès. Je crois qu'il est soldé maintenant. Il est soldé à moins de 50%. Donc, on va plutôt dire à nos éditeurs d'acheter quand même. En plus, celui-là, c'est bien parce qu'on a le 19e et le 20e pour le même prix. Alors, du coup, à quelques années après, je discute avec Jacques Glénat et je lui raconte ma mésaventure. Il me dit, mais ce livre m'intéresse, tu veux pas le faire chez moi? Alors je lui dis, mais bien sûr, et d'autant plus qu'il est fait. Et si tu veux, j'aimerais bien ne commencer non pas à 1900, parce que c'est pas vraiment une date importante, enfin c'est une date très importante pour le dessin, mais elle a commencé avant et elle dure jusqu'après. Par contre, je commencerai bien à 1830, parce que, bon, pour l'explication que je donnais tout à l'heure, c'est la première loi importante sur la liberté de la presse. Alors il me dit d'accord, et donc du coup j'ai fait ce livre, je l'ai refait, je l'ai repensé. Remonté, oui, retravaillé. Voilà, et ça m'a pris plusieurs années. À l'origine, il devait sortir un peu, pas tellement après l'attentat de Charlie Hebdo, par lequel il se termine. Et puis, bon, il y a eu des problèmes qui l'ont repoussé d'un an ou deux, et puis, boum, Covid. Alors du coup, le livre enterré, puisqu'il n'y avait plus de libraire, il n'y a plus bon. Et après le Covid, les éditeurs qui pendant 2 ans avaient dû soit ne rien produire, soit produire lentement, ont dû rattraper leur retard. Donc il fallait qu'ils sortent les bouquins qui auraient dû sortir avant le mien. Voilà, donc ce qui fait que au bout d'un certain temps, comme ça, on décide de le sortir et le hasard veut qu'il sort juste avant le 10e anniversaire de l'attentat de Charlie. Eh oui, donc là ce sera au mois de janvier, hein, c'est ça? Alors non, il est sorti, il vient de sortir, mais enfin disons que on peut considérer qu'il fête qu'il fête, non, il fête pas, qu'il commémore. Donc c'est un moyen de se rappeler du travail de tous ces gens-là. Voilà, à qui d'ailleurs le livre est dédié. Alors, finalement, si on regarde un peu, alors, ce qu'on apprend, c'est le mot caricature est dans le langage populaire, mais la caricature, on va peut-être le découvrir pour certains auditeurs, c'est un journal, et pour vous, c'est un journal fondateur de tout ça. Peut-être dire 2 mots. Oui, c'est le premier que crée. Alors, pour expliquer
avant la révolution de 1830, il y a un journal qui paraît satirique, qui a beaucoup de difficultés, qui s'appelle La Silhouette, et dans lequel beaucoup de jeunes dessinateurs ou de jeunes chroniqueurs sont là. Et un peu l'âme de La Silhouette, c'est Philippon. Philippon, qui est pour moi un des grands génies du 19e siècle. C'est un peu comme si Cavana et Choran avaient été un seul personnage. Il joue le rôle de l'un et de l'autre à cette époque. Et donc, quand arrive 1830, il fait son journal à lui, la caricature, et il appelle toute l'équipe de La Silhouette. Et c'est un garçon qui a un flair extraordinaire qui me rappelle beaucoup celui de Cavana d'ailleurs, ou celui de Gottlieb. C'est-à-dire que c'est des gens, ils savent sentir quand ils voient 2-3 dessins de quelqu'un, ah, celui-là, il va faire des trucs. C'est par exemple Philippon qui découvrira un garçon de 16 ans dont il pense qu'il va faire une grande carrière, il s'appelle Gustave Doré. Oui. Mais il a utilisé tous les grands dessinateurs de l'époque, tous sont passés dans ces revues, sans exception, et il y en a qu'il a vraiment lancé, quoi. Donc c'est bien de commencer par lui. C'est pour ça que le livre s'appelle De la caricature à Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, d'accord. Et alors, du coup, peut-être donner pour vous, sur la période, on va dire, un peu oubliée de certains de nos auditeurs, la période du 19e, les grands illustrateurs, on pourrait citer... Pas des illustrateurs, hein, c'est des dessinateurs de presse. Pour vous, qui restent mémorables pour vous. C'est tous ceux qui sont les titres de chapitre. Voilà, on peut peut-être les citer rapidement. Voilà. On peut faire ça, oui. Alors, est-ce que je les ai notés dans le... Alors oui, alors pour la période 1830-1851, c'est-à-dire jusqu'à qui inclut la révolution de 1848, qui est le début de cet abominable personnage qui était Napoléon III, c'est Daumier et Henri Monnier. Pour la période suivante, l'Empire, c'est André Gille et Bertal. Alors vous noterez que très souvent, quand je peux avoir un dessinateur, disons, très orienté à gauche, et un dessinateur plutôt très orienté à droite, mais qui est important. Vous le faites, vous essayez je le fais. La Bertal était très à droite, bon. D'accord, oui. Et Gille très à gauche. Après, il y a Forain, Stenlen et Villette, parce que ça, c'est la très très grande période de la caricature politique. J'aurais pu en mettre d'autres, mais enfin bon. Après, pour la belle époque, jusqu'à la guerre de 14, c'est Grandjean et Josso. Pour la période de la guerre, la Première Guerre mondiale, Boffa et Iribe. Pour l'entre-deux-guerres, j'ai mis Gassier et Sénep. Pour la période, on va dire, très extrême droite, juste avant la guerre, Grove et Cabrol. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, Ralph Soupeau et Tim. Puis la période gaulliste, Eiffel et Ciné. Ciné qui est toujours présent. La première période gaulliste, on va dire, la deuxième... Ciné Hebdo existe toujours, hein. Oui, Ciné mensuel. Ciné mensuel, Ciné est décédé, oui. Mais Oui, son journal continue heureusement. Ouais. Pour la parenthèse gaulliste, Moisan et Bosc. Pour l'après-De Gaulle, c'est-à-dire après mai 68, Rézère et Cabu. Et puis, après les 30 Glorieuses, si on peut dire, Wolinski, Willem et Plantu. Et pour la période fin de siècle, Pétillon et Mix et Remix. Et puis j'ai un chapitre contemporain où là je ne peux pas avoir le recul historique. Et donc je cite des noms un peu comme ça en vrac, sans mettre de grandes figures, parce qu'on ne sait pas encore qui va être la grande figure au final. Au final, oui, c'est complexe. Alors est-ce qu'on peut se poser la question suivante, se dire finalement au fil du temps, on voit que ces dessinateurs, c'était une force de contestation, de dénonciation du pouvoir en place. Et est-ce que des pouvoirs en place. Des pouvoirs en place. Pas seulement le gouvernement. Oui, ça peut être l'Église, ça peut être le capitalisme, ça peut être tous ceux qui écrabouillent le peuple, quoi. Et voilà. Est-ce que avec le progrès entre guillemets de la démocratie libérale, tout ça c'est pas un peu affadi? Ou alors on peut imaginer que certains journalistes seraient un peu complices du système et complaisants avec le système en place aujourd'hui. On se pose la question aujourd'hui de se dire qui sont les Reiser, qui sont les GB modernes. Disons qu'à toutes les époques, tous les pouvoirs ont leur presse. Les Bolloré, il y en a eu à toutes les époques, avec une tentative
permanente d'hégémonie, bien sûr. Et il y a toujours eu des trucs d'opposition, sauf dans les périodes répressives, comme peuvent être les guerres, par exemple. Mais la grande presse satirique, elle est toujours en marge. Est-ce qu'elle existe toujours C'est pas Bolloré qui va faire Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, aujourd'hui, il reste Charlie Hebdo. Oui. Qu'est-ce qui reste au niveau de la presse? Ciné mensuel. Canard enchaîné. Canard enchaîné. Après, il y a des journaux moins connus. Il y a Zélium, il y a... Et pour vous, l'esprit qui était présent au début est toujours là? Bien sûr. Oui, quand même. Bien sûr. Alors, ce qu'il y a quand même, c'est que depuis l'attentat de Charlie, il y a une trouille généralisée des patrons de presse. Et que tous ceux qui peuvent éliminer le dessin de presse de leur colonne le font. Alors parfois il faut quand même illustrer, donc ils font, alors c'est très pratique aujourd'hui parce qu'il y a une pléthore de gens qui souvent d'ailleurs dessinent très mal, qui font des dessins à l'ordinateur sans idée particulière, et ça a envahi la presse aujourd'hui. On a l'impression que ça n'a pas changé, que c'est simplement beaucoup plus coloré. Mais non, regardez bien, qui lit ces images? Personne. Personne n'est capable de me dire ce que voulait dire un truc. Tandis qu'avant, quand il y avait un dessin de Rézère ou de Ciné quelque part, ah, t'as vu le dessin de Ciné, t'as vu que... Bon. Et ça, c'est terrifiant parce que les dessinateurs de presse aujourd'hui ont un mal de chien simplement à vivre de leur métier. Beaucoup sont obligés de faire d'autres métiers alimentaires à côté. Et on a l'impression d'un retour en arrière d'avant mai 68, quoi. Alors, il y en a qui s'autoproduisent. Alors, il y en a beaucoup sur le net. Mais le net, ça ne nourrit pas son homme. C'est du gratuit. Et donc, on voit passer plein de dessins, mais on n'imagine pas derrière à quel point les dessinateurs crèvent la dalle, quoi. Oui, donc c'est vrai que c'est... Alors, il y a France Cartoon, je crois qu'il y a des organisations... Alors, France Cartoon, c'est... Alors, il faut expliquer qu'il y a un organisme mondial qui réunit les cartoonistes, qui s'appelle la FECO, Fédération des Federation of Cartoonist Organization, mais qui a eu une dissidence il y a quelques années, parce que son président, qui est d'ailleurs toujours le président, avait encouragé tous les cartoonistes à participer à cette espèce d'infamie qui était un concours de dessin organisé par les islamistes intégristes en Iran, et qui avait été un festival du dessin antisémite. Et donc, ça n'avait pas plu à un certain nombre de dessinateurs français. Et comme le président avait refusé de revenir en arrière, et il y a eu une dissidence, et on a créé France Cartoon, qui comprend maintenant, malgré le mot France, beaucoup de dessinateurs étrangers, notamment beaucoup d'Américains. Et bon, c'est pas des organismes concurrents, mais enfin, c'est des organismes séparés. Donc alors, il faut savoir que dans France Cartoon, à mon initiative d'ailleurs, j'en suis très fier, ils ont des membres associés qui ne sont pas des dessinateurs, mais des spécialistes. Donc moi j'ai été le premier, mais il y en a 3 ou 4 autres maintenant. Oui, ça permet d'ouvrir tout ça. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. C'est quand même intéressant. On va inviter nos auditeurs d'être curieux, de se replonger dans cette très belle histoire de la caricature à Charlie Hebdo. Alors ça, oui, de la caricature à Charlie Hebdo, histoire du dessin politique et d'actualité 1830-2015. Voilà. Chez Glénat. Chez Glénat. Et puis, ça vaut 49 €. Et ça vaut pas cher. Et puis dire que dans Papier, papier Nickelé, au poids, ça va. Oui, mais disons que, vu le temps de lecture qu'il faut, c'est pas cher. C'est pas cher. Et voilà. Et puis donc dans Papier Nickelé, vous continuez à aussi faire des articles un peu de patrimoine sur tous ces dessinateurs régulièrement. Oui, je parle souvent des gens du 19e parce qu'on les a un peu oubliés. Et puis des femmes dessinatrices, parce qu'il y en avait quelques-unes au 19e. Voilà. Et puis, des revues, on parle de tout dans Papier Nickelé. Voilà, donc ça peut être un bon complément, parce qu'effectivement, là, vous avez forcément oublié des gens. Et effectivement, le fait d'avoir une actu, une revue, et puis pour nos auditeurs, je vous invite à écouter un podcast précédent où on a interviewé Chonu,
qui est un dessinateur de presse qui publie, alors un peu un contre-exemple, mais il n'y en a pas beaucoup de ce que vous dites, c'est régulièrement sur Internet, on retrouve le dessin de Chonu. Et on trouve aussi des spectacles. Certains dessinateurs se font aussi des one-man shows, et là c'est un exemple assez intéressant, et c'est toujours chouette de remettre en perspective et de revoir tous ces grands dessinateurs et illustrateurs du dessin politique et de la caricature de 1830 à 2015. Merci Monsieur Frémion.